que les personnes atteintes de TDAH ne sont pas des malades, et j'ai envie de le dire avec force. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Eh bien, il m'aura fallu 35 épisodes pour que je vous parle enfin de TDAH à travers mes lectures, à travers mes découvertes, à travers les écoutes de podcasts, de rencontres avec des spécialistes sur la question. Je me ferai un chemin qui va me mener à créer de l'accompagnement pour les femmes qui sont concernées par ce trouble, notamment parce que il y a un énorme manque très cruel de connaissances, de chiffres, de données qui concernent spécifiquement les femmes, puisque comme toujours, c'est le parent pauvre de la recherche scientifique et le parent pauvre aussi de la recherche médicale et psychologique, ce qui fait que le TDAH chez les femmes, il est extrêmement mal documenté et les spécialistes le reconnaissent assez volontiers. Donc on travaille là-dessus, les recherches sont en cours, mais il y a encore beaucoup à faire. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule contre la pathologisation de l'atypie en général et puis du TDAH en particulier. Et j'ai envie de le faire parce que pour avoir pas mal égrené les différentes sources que j'avais à disposition pour comprendre un peu plus de quoi il s'agit, je me rends compte qu'en fait, ce qui me parle le plus, c'est les gens qui en parlent parce qu'ils sont concernés ou parce qu'ils ont réfléchi à la manière de traiter de ce trouble avec des gens qui sont eux-mêmes allergiques aux étiquettes, allergiques au classement et qui n'ont pas du tout envie d'entrer dans un espèce de couloir hyper étroit dans lequel on les cataloguerait et qu'on leur donnerait une espèce d'identité figée comme ça. Enfin, c'est absolument tout le contraire du principe même des personnes atteintes de TDAH. Et ce que j'ai envie de dire, alors c'est évidemment de mon point de vue et je n'ai pas fait d'études scientifiques élargies sur la question, mais je me connais un petit peu et je rencontre beaucoup de personnes qui ont eu ce genre de diagnostic, que ce soit d'ailleurs d'autres types d'atypie, pas forcément le TDAH, mais disons aussi celui-là. Et je crois qu'il y a un moment où c'est important de ne pas sombrer dans la pathologisation, mais de montrer aussi quels sont les avantages de ce genre de troubles. Et c'est peut-être parce que je suis praticienne narrative et que je forge mes opinions aussi autour des histoires préférées des personnes et pas seulement leurs histoires de problèmes, que j'ai envie de porter un regard particulier sur cette question en disant attention, ne pathologisons pas des choses qui n'ont pas besoin de l'être et surtout essayons de montrer aussi quels sont les bénéfices à avoir un trouble d'une manière ou d'une autre. Dans une interview récente de Nader Perrou, médecin au HUG à Genève, qui lui a un discours tout à fait ouvert et tout à fait intéressant sur le TDAH. Il disait, mais en fait, le monde n'aurait simplement pas avancé s'il n'y avait pas de personnes atypiques dans ce monde, même si nous savons aussi que les normopensantes, donc les personnes qui n'ont pas un trouble de ce genre-là, sont évidemment extrêmement importantes aussi pour faire fonctionner le monde, mais que tout ça est très complémentaire et qu'il est important de ne pas l'oublier. Et donc, les personnes atteintes de TDAH ne sont pas des malades, et j'ai envie de le dire avec force. J'ai consulté pas mal de documents, j'ai pas mal lu et j'ai pas mal écouté tout ce qui se faisait ou tout ce qui était proposé autour de la compréhension du TDAH. Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, je le répète quand même au moins une fois. Et j'ai écouté par exemple le MOOC qui a été réalisé par les HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève, avec le fameux Nader Perrou dont je viens de parler. Et puis aussi certains de ses collègues. Et j'ai été absolument frappée par le paternalisme que certains de ses collègues utilisent pour parler avec des patients, pour essayer de comprendre comment ces patients fonctionnent et pour nous montrer des exemples très patents de qu'est-ce que serait le TDAH par rapport à des personnes qui ne seraient pas atteintes de ce trouble. Et c'est vraiment extraordinaire. Je crois que les 3 mots les plus courants ou les plus immédiats qui me viennent, c'est paternalisme, sexisme et infantilisation. Et je crois qu'en fait, c'est aussi pour ça que je fuis les hôpitaux ou que je fuis ce genre d'autorité. Pourquoi je fuis ça ? Parce que on a tout le temps l'impression d'être
moins. On est tout le temps vu comme en creux, c'est-à-dire où est le problème. Et on cherche tout le temps par problème et pas par solution ou pas par réflexion ou pas par bénéfice, justement. Et dans ce MOOC, qui est plein d'informations sûrement très utiles, il y a un moment où je me rendais compte que physiquement, je me sentais plombée. Je me sentais plombée parce que j'avais l'impression d'être devenue une espèce de rat de laboratoire et que c'était ainsi qu'étaient traités les patients et les patientes qui étaient reçus par les collègues de Nader Pérou, avec des questionnaires, avec une manière de s'adresser à eux et à elles qui était extrêmement problématique. Pourquoi est-ce qu'on parle à une patiente comme si c'était une demeurée ? Pourquoi est-ce qu'on réduit un cerveau vivant, un cerveau sensible et curieux à une série de dysfonctionnements ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce trouble comme si c'était une tare, sans jamais montrer la beauté que ça peut contenir, que ça peut avoir de l'élan, que ça peut produire de la créativité, ça peut produire de l'hyperfocus aussi, qui est quand même drôlement utile dans la vie, et puis une espèce de passion perpétuelle pour le vivant, pour la découverte, pour l'innovation, pour toutes les nouvelles voies qu'on va pouvoir explorer et qu'on explore assez en profondeur. Pourquoi le monde médical a toujours besoin, visiblement, de poser un espèce de regard définitif sur ce genre de trouble ou ce genre de diagnostic, comme si nous n'étions finalement plus que des empêcheurs et des empêcheuses de ronronner en rond. La pathologisation du TDAH, c'est peut-être simplement le symptôme d'un monde qui a peur d'une forme de diversité ou qui a peur de devoir remettre en question un certain nombre de normes. Un monde qui préfère quelque chose d'un peu moyen à quelque chose d'un peu singulier et qui ne peut pas forcément être capable de se remettre en question sur ces normes par rapport à des personnes qui arriveraient avec de nouveaux regards. Et ce monde-là, c'est pas le monde en général, même si on peut en discuter. Ce monde-là, c'est le monde médical. C'est ce monde qui préfère le protocole à l'intuition, qui est tout le contraire de ce que sont les personnes TDAH. Alors oui, bien sûr, de poser un diagnostic, c'est important, et d'avoir un certain nombre de critères cliniques, je le reconnais volontiers, ça a du sens. Mais pourquoi en faire un problème ? Dans l'approche narrative, par exemple, on fait tout le contraire. On va d'abord demander aux personnes d'exprimer ce qu'on appelle l'histoire du problème, c'est-à-dire une sorte d'histoire dominante qui va prendre souvent beaucoup de place. L'histoire dominante du TDAH comme problème, elle est énorme et elle peut effectivement prendre toute la place et obscurcir tout l'horizon d'une personne qui découvre ce trouble. Alors qu'en narratif, on va essayer ensuite d'aller chercher ce qu'on appelle l'histoire préférée, c'est-à-dire une façon pour la personne de se raconter en creux, de se raconter en termes de talent, en termes de compétences, en termes de bénéfices, en termes de victoire, en termes de succès, en termes de pépites. Si on tourne le récit sur le TDAH avec cette optique-là, ça nous donne un récit qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus intéressant. Et on sait très bien que dans ce monde, personne n'a toutes les qualités, toutes les compétences, toutes les capacités. Tout le monde a des zones de génie plus ou moins marquées et des zones sur lesquelles on rencontre des difficultés. Dans les pratiques narratives, c'est Michael White, le fondateur de l'approche narrative avec David Epstein, qui a le premier parlé de TDAH. Et on était dans les années 90, donc ça date un peu. Et il a écrit un magnifique article sur une prise en charge d'un petit garçon qui était diagnostiqué TDAH depuis peu de temps et qui était ingérable, que ses parents ne savaient plus comment gérer, qui avait choisi de médiquer cet enfant et puis ils trouvaient, les parents, que l'enfant était en train de changer de comportement et ils se demandaient si c'était une bonne idée de le médiquer ou pas. Et donc un jour, ils sont allés voir Michael White. Je vais pas vous raconter cette histoire aujourd'hui, je vais vous en parler dans un autre épisode, mais juste vous dire que oui, il y a des solutions, il y a surtout des pistes de lecture et des possibilités de trouver de quoi s'enrichir à travers ce genre de troubles et non pas se rendre problématique aux yeux de la société. Alors, comment pourrait-on appeler ce qu'on considère être un problème ? Peut-être qu'il s'agirait de lui donner un nom de solution et peut-être un prénom. À vous de réfléchir à ça. Je réfléchis moi aussi de mon côté et peut-être qu'on en reparlera. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée si vous m'écoutez en matinée et je vous dis à demain pour la prochaine bulle.